Dimanche 30 novembre, il est très exactement 11h30 et je suis très content, très heureux d'être pour les humanités avec Daniel Conro. Alors Daniel, nous on se connaît depuis un certain temps. Euh, on n'est pas non plus des amis intimes, mais on se connaît un peu. Pour les 3 lecteurs et demi des humanités qui ne te connaîtraient pas, comment faut-il te présenter et te qualifier? Est-ce qu'il faut dire auteur, écrivain, écrivant, poète, danseur mondain, ou, ou comme avait écrit un critique de danse de Dominique Bagoué, funambule des ellipses? Moi, je dirais auteur, tout simplement, avec une petite case, une petite, oui, une petite case poème, poésie, poète. Il y a sûrement quelque chose comme ça de plus en plus. Donc, et je viens quand même beaucoup du journalisme aussi. Il y a quand même cette histoire-là. Auteur, ça veut dire que tu as une autorité. Euh, Auteur, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire aussi, c'est une lente construction, parce que pour plein de raisons, notamment sociales, liées à l'origine sociale, je me suis très, très tardivement autorisé à être auteur. Et j'ai passé par toutes sortes de subterfuges, dont le journalisme, quand même, pendant une dizaine d'années, où j'ai pu m'esbaudir en cachette, camouflé d'une certaine façon, avec une tenue de camouflage. Mais je me souviens que mes premières signatures, dans le journal Télérama en l'occurrence, j'avais presque un sentiment de honte. On peut dire que je suis par certains côtés, j'aime pas trop l'expression, mais je m'y retrouve quand même un peu un transfuge de classe. Hmm. Et donc, tout ce qui concerne justement ce que tu appelles la question de l'autorité, la question de la légitimité, etc., tout ça, c'est toujours quand même, ça reste toujours quand même très problématique pour moi, même si maintenant c'est devenu un matériau parmi d'autres. Tu as été journaliste, mais si je me souviens bien, lorsqu'on s'est connus, tu travaillais déjà à Télérama, mais me semble-t-il en tant que documentaliste. Oui, j'étais responsable, ben, je tournais autour du pot d'une certaine façon depuis quelques années, en ayant d'abord été employé de bureau quand je suis arrivé à Paris. Donc, on écrit des papiers, on remplit des papiers, donc on est déjà dans cette histoire un peu de tourner autour de cette histoire-là, dans un groupe de presse en plus. Ensuite, ben, il y a l'iconographie. J'ai été longtemps iconographe. Quand j'ai commencé, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais bon, j'ai bien été obligé de me rendre compte de ce à quoi ça servait et en quoi je pouvais être utile dans la fabrication de journaux avec l'image. De cela, je suis passé à documentaliste texte, on appelait ça comme ça à l'époque. Maintenant, ce sont des métiers qui n'existent plus trop, sauf peut-être dans la recherche et encore. Et après, j'ai tuilé, j'ai une espèce de une expertise. J'ai toujours aimé comprendre les processus. J'ai une espèce de vocation d'ingénieur rentré. J'aime bien comprendre les processus des choses, comment ça marche. J'aime bien comprendre la société, j'aime bien comprendre les rapports de force, j'aime bien comprendre, quitte à me brûler de temps en temps, en essayant de comprendre. Mais donc, quand je me suis trouvé documentaliste, je me suis beaucoup intéressé au processus d'informatisation, puisque c'était aussi les débuts d'informatisation des, des bandes de photocomposition. Et donc, comment on pouvait récupérer ces bandes de photocomposition pour en faire des successions de bits, BITS. Dans Et l'époque de Pixel, qui a fait la transition entre le plomb et Internet. voilà. Et donc, j'étais à cette cheville-là, à cette articulation, on va dire des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé à la manière dont on pouvait directement fournir des informations qui étaient stockées, mais cette fois-ci numérisées. On n'employait pas le terme, mais c'était quand même de cela qu'il s'agissait, directement sur les postes de travail des journalistes, que j'étais loin d'être et que j'étais loin d'imaginer qu'un jour, je serais moi aussi utilisateur bien sûr. Et puis, tout ça m'a intéressé. On m'a demandé, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait l'Agence d'informatique, créée par Mitterrand. C'est au début des années 80, enfin, dans la période du premier septennat de Mitterrand. Et Servan-Schreiber, pardon, avait
avait Voilà. créé une espèce d'institution qui s'appelait, je crois, l'Agence d'informatique, qui finançait des études. Et la boîte où je travaillais avait postulé pour candidater pour que ces processus d'informatisation puissent faire l'objet d'un financement complémentaire sous la forme d'une recherche. Et sans être du tout universitaire, je me suis retrouvé à faire cette recherche. C'est-à-dire comment la manière de redistribuer autrement l'information, comment la manière de la retraiter et qu'elle soit directement à l'usage de l'usager, si je puis dire, l'usager final, comment ça transformait des métiers. Les métiers de journaliste, bien sûr, mais aussi et surtout les métiers de documentaliste, c'est-à-dire toutes ces questions d'intermédiation déjà. On sait ce que c'est devenu. Et donc voilà, il y a ça. Et à partir de là, j'ai une espèce d'expertise dans les méthodologies. Je ne suis pas du tout informaticien, je n'ai pas cette capacité-là. Mais par contre, les processus de comprendre comment on fabrique quelque chose, les méthodologies, ça, je crois que je comprends un peu l'intérêt de tout ça. Et donc, je me suis trouvé un peu, presque une forme d'expertise, d'une certaine façon, et je me suis fait un petit peu remarquer à cause de ça. Et donc, j'ai été débauché et embauché par le journal Le Monde voilà, pour un peu retravailler les mêmes questions dans un contexte tout à fait différent qui était celui du Monde. Et puis, de fil en aiguille, enfin voilà, il y a eu plein d'événements qui ont fait que je me suis retrouvé après à sous-traiter des études d'ingénierie documentaire pour des entreprises qui faisaient fleuresse à l'époque parce que tout le monde cherchait à informatiser ces trucs, enfin ces fonds. Et on ne savait pas très très bien, on était encore en quête d'outils, de réflexion, de méthodologie surtout. Et puis, Télérama avait besoin de réorganiser son système de numérisation des articles des journalistes. On ne parlait pas encore de données. Je crois pas. Je crois pas. Enfin, là, pour le coup, c'est pas si loin que ça. On est au début des années 90. Et j'ai été embauché comme ça à Télérama pour résoudre un problème de stockage, de transformation du stockage des données pour qu'elles puissent être réutilisées de façon beaucoup plus optimale directement sur les écrans qui n'étaient plus pour les mêmes écrans que 10 années avant, mais qui étaient des écrans quand même. Et voilà. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, il y a eu un remplacement la chef de service, etc. Enfin, était, était partie et on m'a demandé si je pouvais la remplacer. Non, 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 non. Et voilà. Voilà. Daniel, est-ce que c'est ce côté ingénieur rentré dont tu parlais qui t'a conduit, puisque c'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, à écrire magnifiquement, d'ailleurs, je le dis sans flagornerie, sur la danse? Alors ça, c'est un peu une autre histoire. Enfin, oui, peut-être que l'idée de rentrer dans un univers qui ne m'était pas familier, il y avait peut-être une espèce de challenge. Mais en fait, c'est une proposition qui m'a été faite à Télérama à un moment donné où il y avait une réorganisation du service culture. J'étais toujours chef du service documentation et on cherchait un peu une plume que je ne savais pas être. On cherchait quelqu'un pour écrire sur la danse. Et la danse n'intéressait pas, pour des raisons qu'on imagine à l'époque, les hétéros. C'était un truc de PD. Donc, j'étais un peu tout désigné pour, d'une certaine façon, m'intéresser. J'étais supposé être a priori compétent sur la danse en tant C'est le valet Thomas qu'homosexuel. de l'équipe. Et je crois que, enfin, je caricature un peu, mais pas tant que ça quand même. Et puis, presque parallèlement, j'ai publié mon premier livre chez Gallimard. Et ça m'a valu quand même, voilà, c'était un énorme paradoxe, ça rebondit sur la discussion de départ, parce que quand ce livre sort, moi j'ai presque honte, j'ai presque un sentiment de honte, et je vois bien que le regard autour de moi, au journal et ailleurs, change, et moi je ne réalise pas du tout l'histoire qui est en train de se passer. J'ai presque envie de me cacher dans un trou. Tu vois. Et ça, c'est vraiment des trucs de transfuge de classe. C'est vraiment typique. Et pareil pour les signés dans le journal. Quoi. Il y avait vraiment, vraiment. Je me souviens très, très bien d'arriver au théâtre de la ville et de me dire, je longeais les murs. Les gens ne pouvaient pas imaginer parce que tu es projeté, toi, comme quelqu'un d'important, mais tu ne te projettes pas toi-même comme quelqu'un d'important. Enfin, je suppose que tu as connu ça aussi. Et du coup, c'est une espèce
de paradoxe, en fait, de schizophrénie d'une certaine façon, un peu psychique. Et je disais, mais quand même, ce que j'ai écrit par rapport à tous ces gens qui sont là, euh, et, et au fond, on bute sur quoi? On bute sur la question de la bourgeoisie, parce que c'est quand même la plupart des gens, sinon presque tous, qui écrivent sur les objets culturels, les objets artistiques, ils y écrivent en tant qu'appartenant à une classe sociale. Et donc, Ça n'a pas toujours été comme ça, mais la culture institutionnelle telle qu'elle s'est épanouie, on va dire, à partir de Jack Lang, qu'il ne s'agit pas de critiquer, mais a rejeté dans les coulisses tout ce qui provenait de l'éducation populaire. et Et justement, enfin là, c'est peut-être une petite, j'anticipe peut-être sur notre entretien, mais justement, la culture populaire a été pour moi la ligne de fracture. C'est-à-dire, j'ai retrouvé très vite, en commençant à écrire cela dedans, j'ai retrouvé deux choses. La première, c'est qu'un jour, une amie que je ne vois plus, mais pour qui j'avais un infini respect, que j'ai toujours, me dit quand même, Daniel, tu devrais t'intéresser à la danse classique. Si tu veux comprendre Merce Cunningham, si tu veux comprendre Pina Bausch, il faut vraiment que tu ailles voir un peu de ballet. Faut que tu... Elle était très, très fan de ballet. Et donc, je suis un bon petit soldat souvent, donc je me suis dit, ben oui, elle doit avoir raison, etc. Puis j'ai commencé à aller à l'Opéra de Paris et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et j'ai écrit des textes, enfin, il y en a un qui sera bientôt sur le site, qui est un peu inspiré de Pina Bausch. Ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé de me dire, mais quand même, il y a quelque chose de populaire dans cette affaire. C'est pas que une syntaxe Louis XIVe ou post-ancien régime. Il y a sans doute une bourgeoisie un peu décatie qui continue de s'intéresser à ça, ou une bourgeoisie du marketing, parce que ça marche aussi très, très bien avec ça. Mais il y a quand même quelque chose qui va chercher dans un imaginaire de mes deux sœurs qui étaient au patronage et qui faisaient des petits gestes et des petites sauts de danse, et que tout le monde trouvait ça très beau, quoi. Il y avait un truc un peu comme ça. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis rendu compte que, évidemment, ça m'a permis aussi d'entrer plus avant dans l'univers enfin, des quelques artistes qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé, évidemment, Pina, Meurs, et puis Anne-Thérèse. Je pense qu'enfin, ça a été quand même ce qui a, avec le recul, c'est quand même ce qui, voilà. Et, et dans les trois cas, la question de la syntaxe, si on veut parler savant, la question de la syntaxe, elle est totalement indispensable. On ne peut pas avoir ça que comme des exercices de style, il y a une grammaire, il y a des règles du jeu, etc., etc. Et donc, petit à petit, cette danse m'a emmené, à la fois m'a éloigné, mais m'a aussi rapproché de mon histoire presque intime, particulièrement Pina Bausch, particulièrement, où j'ai pratiquement pleuré dans tous ces spectacles, toujours, presque toujours, parce qu'il y avait quelque chose là-dedans de profondément, je dirais pas populaire, parce que ça veut tout dire et rien dire à cet endroit-là, mais quelque chose qui allait chercher, profondément humain, tout simplement. ouais, il y avait quelque chose qui allait chercher vers de la simplicité, alors que j'étais ultra sophistiqué, mais quelque chose qui allait chercher vers de l'évidence, et vers des réponses, et je te rejoins là-dessus, vers des réponses profondément humaines à notre condition humaine, quoi. Je ne sais pas si tu as vu, j'imagine que oui, le seul film qu'elle ait réalisé, La plainte de l'impératrice. Est-ce que tu te souviens des images qui terminent le film? Plus trop, non. Donc c'est filmé dans un restaurant, une auberge où la compagnie est. On voit juste à la fin l'aubergiste, qui est une dame qui doit avoir 70 ans, qui a le corps un peu empâté et qui fait quelques mouvements de danse comme ça. Et c'est la fin du film. Et je trouve ça tellement magnifique que Pina ait terminé son film comme ça. C'est voilà. Dernière question peut-être, Daniel, avant qu'on parle du site, si elle n'est pas trop intime. De quelle région es-tu originaire? Franc-Comtois, Franche-Comté. Mes parents Besançon. étaient bisontins,
Et moi, je suis arboisien. Mes parents ont déménagé très peu de temps, enfin quelques années avant ma naissance, mais tous mes frères et sœurs, je suis d'une famille nombreuse et je suis le dernier. Mes frères et sœurs sont tous nés à Besançon, moi je suis né à Arbois. Alors, si on se retrouve aujourd'hui et que j'ai mis tout exprès une petite guirlande en haut de l'image, c'est que C'est euh, ça. nous sommes le 30 novembre, mais cet entretien va être diffusé le 2 décembre, jour où tu dresses le banquet. Alors, Oui, le banquet.eu, donc c'est un site internet, et en disant ça, c'est au fond assez pauvre parce que un site internet, ça veut tout et rien dire. Euh, donc, je pourrais dire que c'est un, un laboratoire d'écriture au pluriel. Et je pense qu'on a quelque chose en commun puisque je suis sur la page d'accueil du site. J'ai qualifié à un moment donné les humanités de journal Luciole et je lis le banquet Luciole au pluriel. Au milieu des Lucioles, le banquet.eu a pour objet initial de rendre accessible au plus grand nombre la production littéraire et les projets artistiques de l'auteur Daniel Conro. Au fil du temps, et dans la mesure de ses moyens, le site accueille le travail et la démarche d'autres artistes attachés à l'entendement, c'est un beau mot, et à l'habitabilité, beau mot aussi, du monde. oui. Depuis quand, Daniel, ce site couvre-t-il? Alors, on a commencé, il y a eu plusieurs étapes, mais je vais la faire courte quand même. On a commencé au printemps 2023. Quand je dis on, c'est donc une certaine Isabelle Drubini et moi. Donc, je cherchais depuis 2 ans, 3 ans peut-être, un partenaire ou une partenaire de jeu pour engager une réflexion sur l'idée de commencer à rassembler un peu tout ce que j'ai écrit, qui est un peu dispersé, qui est un peu. J'ai eu 8 ou 9 éditeurs différents, j'ai pas jamais été publié 2 fois au même endroit. C'est des livres qui sont un petit peu orphelins, donc j'avais aussi besoin de les ramener à la maison d'une certaine façon, enfin de trouver un lieu mental qui soit et de les rendre par là même plus facilement accessibles. Donc, on a commencé à réfléchir, c'est ça, au printemps 23. Et puis, c'était un long processus de réflexion où j'ai retrouvé ces questions, ces problématiques d'ingénierie, de choses comme ça, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ce goût du travail à plusieurs. Ce goût une sorte d'artisanat, de la réflexion en action, enfin, d'essayer de trouver des réponses concrètes à des questions qui sont plutôt abstraites ou qui sont parfois très complexes ou même des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. Mais il y a d'essayer de trouver les outils qui permettent de se rapprocher le plus possible de ce qui peut faire lien, d'une certaine manière, avec le monde. Comme tu l'as peut-être vu, en fait, la timeline s'appelle La Chambre et le Monde. Et la Chambre et le Monde, elle dit bien ce qu'elle dit, c'est vraiment comment on peut jeter un pont, c'est un labeur de tous les jours, comment on peut faire lien entre le monde, même quand il nous échappe de toutes parts, ce qui est le cas maintenant, et quand il est terrifiant, il nous apparaît sous son jour le plus détestable, et puis soi-même, le soi, le moi, et comment on peut, c'est ça la poésie d'une certaine façon, comment on peut faire poésie avec ça, avec cette espèce d'articulation entre, particulièrement aujourd'hui, probablement des sphères de la vie qui sont totalement dissociées, désarticulées. Et qu'il faut mettre en relation. Oui, et ma question, c'est vraiment depuis tout le temps, tous mes articles sur la danse, je pense que c'était ça qui m'intéressait. La question, c'est vraiment le rassemblement, c'est toujours l'idée de rassembler ce qui est séparé. Mais je vais me permettre de te poser une question incorrecte, parce que si je reviens sur ces quelques lignes d'invitation, c'est le pas de la porte qui invite à franchir et à rentrer dans cette maison dont tu parles, euh, a pour objet initial de rendre accessible au plus grand nombre la production littéraire. Et si je regarde, peut-être je n'ai pas bien vu, mais je ne vois pas les petits boutons qui habituellement peuvent aller sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Pourquoi avoir créé un site internet et pas un compte Instagram,
Ne serais-tu pas, comme on me l'a dit récemment, un boomer résigné de la vie? C'est une question, je ne me la suis pas posée comme ça, mais évidemment qu'à un moment donné, enfin, des gens se poseront la question comme ça. Moi, je ne me la suis pas posée comme ça, même si je pense que dans un deuxième temps, on va essayer d'utiliser un petit peu ce qu'on appelle des réseaux sociaux. Mais moi, je n'en suis pas un usager particulièrement compétent. J'ai un compte Facebook sur lequel je n'ai mis que des annonces de concerts lecture, des choses comme ça. Mais j'ai jamais publié d'état d'âme sur le net, d'une certaine façon. Et, et pourquoi? Parce que c'est un peu un détour, mais c'est pas une volonté de départ. Hein. C'est pas, il y a pas, on s'est pas réunis en se disant, surtout, on va pas faire ça. Je crois qu'on est parti au plus près de la matière disponible. Le premier travail qu'on a fait ensemble avec Isabelle, c'était de collationner. J'ai répondu aux questions qu'elle m'a posées parce qu'elle ne me connaissait pas plus que ça. Donc, j'ai passé 2 mois au tout début de notre réflexion à retrouver à peu près tout ce que j'avais fait, non pas par compulsion ou par vanité, mais tout simplement parce que je me disais, ben voilà, l'occasion m'est donnée de faire le point, de faire le tri, de faire les comptes, de regarder, de retrouver des choses que j'ai oubliées ou que j'ai sous-estimées, notamment des textes qui n'ont pas été publiés. Il y en a quand même finalement pas mal. Et puis, ça m'a permis de relire des choses, des papiers que j'avais écrits dans Télérama, parce qu'à un moment ou à un autre, je pense qu'il y a une partie de ma production de Télérama qui apparaîtra sur le site. Et là, ce sera quand on aura le temps de le faire, pour le coup. Parce que, en fait, je me dis, mais c'est tout ça qui a nourri euh, ce, ce fleuve, quoi, d'une certaine façon, ce fleuve écriture, c'est nourri de tout ça. Donc, il y a pas de petites choses, il n'y a pas de choses négligeables, il y a limite pas de détails. Donc, il y a eu ce travail de collationnement, vraiment de collection, de remettre. Et puis, à partir de là, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça raconte, ça? Cette espèce de galaxie, qu'est-ce qu'elle raconte? Et encore une fois, c'est pas, il y a pas, je ne crois pas que j'ai un problème enfin, peut-être que inconsciemment, je ne sais pas, mais de compulsion à quelques années de mes derniers jours. On pourrait dire, ben oui, ben évidemment, avant de mourir, n'importe qui cherche à rassembler un petit peu ce qu'il a fait, etc., etc. Moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse, enfin qui m'importe. Même ce qui m'importe, c'est de savoir ce qui a eu lieu, ce qui a été fait, ce qui a été écrit, ce qui a été dit, sur quel support, de quelle manière, comment les choses se sont articulées, pas toujours à mon goût, mais voilà, comment ça a eu lieu, comment ces événements d'écriture ont eu lieu et par quoi ils sont passés. Donc ça m'intéresse. Après, c'est pas supposé intéresser l'internaute, mais c'était la phase préalable avant même de se dire à quoi va ressembler ce site. Mais Et vas-y, vas-y. pardon, je te coupe, on pourrait dire, à la lumière de ce que tu viens de dire, que d'une certaine manière, avec ce site, tu déposes ton bilan. Mais ça n'est pas une faillite. Mm. Donc, il y a l'archive qui vient d'en parler. Comment ce site va répondre au présent? Je ne parle pas de l'actualité. Comment ce site va répondre au présent? Est-ce qu'il a une ligne éditoriale, comme on dit? Alors, à ce stade, parce que tout ça est très, très progressif, tout ça avance au pas de, c'est pas toi que je vais apprendre ça, en proportion aussi des moyens dont on dispose, à quoi on a accès, etc., etc., les réponses techniques qu'on trouve. Mais à ce stade, comment dirais-je, j'ai l'impression que ce qui était déjà important, c'était de mettre un petit peu d'ordre dans cette matière, dans ces matériaux. Encore une fois, de rassembler les choses qui pouvaient l'être, etc., etc. Et puis, d'où bon, ces collections, les idées de collection, etc. Enfin, le site que tu vois là, c'est pas le site, c'est pas exactement, enfin, c'est exactement le même, mais
il va être quand même relativement différent, le site qui va apparaître mardi. Mais enfin, quand même, bon, la structure n'est pas sensiblement différente. J'avais une question au départ de rassemblement, donc on en a un peu parlé. Et après, j'ai un autre problème qui est produire et éditer. Donc, qui est la deuxième grande question, c'est comment produire sans nécessairement s'en remettre à l'édition, enfin aux éditeurs, sachant que passé un certain âge, si on n'a pas eu un succès considérable, etc., ça devient quand même chaque fois un peu compliqué de publier quelque chose. Mm. Et donc, ça, c'était c'est le deuxième enjeu pour moi, c'est de disposer d'un outil éditeur qui me permet de publier de la poésie, même s'il n'y a que 10 personnes qui la lisent. D'une certaine façon, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais presque oui. Mm. J'ai un outil qui me permet de... Voilà, je ne sais pas combien on aura de dizaines d'abonnés à ce site, mais je me dis, au moins maintenant, je dispose d'un outil qui me permet de proposer des textes qui n'ont pas été publiés et auxquels je garde pour lesquels j'ai beaucoup de ferveur quand même. C'est pas parce que la non-publication n'est pas forcément sanction symbolique, d'une certaine façon. Et d'avoir aussi l'outil qui me permet de produire chaque fois. Donc, en back-office, j'ai quasiment mon carnet de notes dans lequel j'écris les choses et après, je clique sur publier. Et avec une photo quand c'est possible, et puis voilà, quoi. Et, Si, et ça, à ce stade, c'est quand même beaucoup, beaucoup lié à cette problématique, donc de rassembler petit à petit, d'avoir un outil éditeur, un outil de publication, et après, évidemment, à un moment ou à un autre, de se dire, mais cet univers-là, c'est un univers, enfin, euh, on avait toujours un peu tendance à... Je me souviens, peut-être que même avec toi, j'ai eu une discussion là-dessus, mais j'étais toujours sensible, je me posais toujours la question par rapport aux chorégraphes, celles et ceux qui avaient un univers et celles et ceux qui n'en ont pas, qui n'en avaient pas, ou qui me donnaient l'impression de ne pas en avoir. Donc la question après, c'est de se dire, mais voilà, cet univers, il peut faire hospitalité, cet univers le mien, il peut et il doit, à un moment donné, et comment on va articuler, comment les rencontres vont se faire et comment on va articuler d'autres univers pour arriver à créer cette maison qui est un peu un fantasme. Enfin, c'est une espèce de petite maison de la culture, un truc comme ça, une maison de la culture de village, de... je ne crois pas que ce soit Pardon. je ne crois pas que ce soit un fantasme parce que euh, euh, tu parlais d'outils, moi je parlerais plus volontiers d'espace de liberté. Tu crées un espace et, euh, et c'est identifié, cet espace est identifié à partir de ton geste d'auteur, mais il n'exclut pas d'autres écritures, d'autres invitations. Euh, comme disaient les intermittents en 2003, tout seul, je ne suis pas assez nombreux. Donc, d'ores et déjà, dans la confection de ce site, tu es accompagné par Isabelle Kouinski, tu en as parlé. Je sais aussi qu'il y a autour de vous ce que j'appellerais volontiers un conseil d'admiration avec des amis, des gens que tu aimes bien. Donc, ça crée quand même c'est déjà ce rassemblement dont tu parles. Et puis, euh, euh, on pourrait dire que l'écriture est une activité solitaire, parce qu'effectivement, quand on écrit, on est seul avec soi-même, enfin, on n'est pas seul avec soi-même, on est seul avec l'écriture. Mais je sais que tu as aussi participé pendant quelque temps à un journal de quartier dans le 18e, je crois. Donc, euh, 2010. Wow. ou le 19e. Enfin, donc, tu n'es 18e du mois, qui existe encore. le 18e du mois. Voilà. Donc, tu n'es pas un écrivain éthéré dans sa tour d'ivoire hors sol. Non, sans doute très solitaire, mais pas. C'est l'histoire de la chambre et le monde, hein. C'est vraiment cette chose-là. Je pense que c'est vraiment une note. Tu me dis quelle est la politique du site? Ben, peut-être qu'on pourrait répondre, ce serait une formule.
on pourrait dire, ben, c'est la chambre et le monde. C'est d'arriver à faire fonctionner ces deux choses-là. Ce qui veut dire que euh, comment on va arriver à faire hospitalité, qui va être notre enjeu à partir de l'an prochain. Je veux dire, une fois qu'on aura mis en circulation ce qu'il y a déjà dans le site, qu'on va forcément continuer à enrichir, etc., à renouveler, etc., évidemment que ce site n'a pas pour moi, n'aurait pas d'objet s'il restait orphelin, s'il devait rester dans une logique voilà, autorale. A priori, c'est pas, rien ne dit qu'on doive en faire un lieu que dédié à la littérature, par exemple. Peut-être que dans cet espace, on peut y parler de photographie, on peut y parler de musique, on peut y parler peut-être d'architecture ou de design numérique. On peut peut-être parler de choses différentes ou de philosophie. Je me dis, rien n'est impossible. J'aimerais, enfin, je me plais à espérer qu'on puisse, que des rencontres faisant, ben, va se créer comme ça une sorte comment dirais-je? Je dirais De, à la com- fois une communauté des gentils, de parce que, communauté inavouable, aurait dit Blanchot. oui, une communauté aussi des gentils, parce que je crois qu'on a vraiment, vraiment besoin de la bonté, là, maintenant. Je pense qu'on est vraiment dans une phase historique, politique, internationale de sauvagerie. Je sais pas, il n'y a pas de mots d'une certaine façon pour qualifier voilà, ce qui nous entoure. Et je pense que le geste qu'on peut produire aussi avec nos outils, avec nos espaces, c'est des gestes, des espèces de gestes de politesse, au sens vraiment très fort, quoi, de politesse, de gratitude aussi. Quoi faire demandent nos cœurs désarrois, qui avec nous de ce temps déchiqueté, nous, nos maisons dispersées, tout ce qui tremble et bruisse en nous, ce qui a fait un long voyage, ce qui ne mesure pas le geste, ni ne compte le mot, ce qui se tient debout, ce qui refuse la force brute, tout ce qui parle juste et dit vrai, le fragile qui ne se rend pas, nous, les ténus de ce temps, les vaincus de ce temps, les réchappés de ce temps, les désarmés de ce temps, pleine lumière, visage à découvert, sans embûche ni mensonge, les pas cyniques, les pas lassés, les sans repos, sans répit, les qui font de la place, les qui ne s'accaparent de rien, les qui ne veulent pas tout pour eux, les petits bras, les petites mains, les qui n'ont pas autre chose que la langue archipel, les qui chantent encore et encore ce qui vit et se meut, pardon, les qui se dressent depuis l'en-dedans des choses, les qui aiment le monde et les gens. Nous, tels que nous sommes, nous qui avons beaucoup perdu, nous que voilà pour longtemps minoritaires, nous d'ailleurs, nous d'avant, nous d'après, nous d'ici, seuls, vaillants et courageuses, mais seuls, quelques-uns, quelques-unes, nous, nos maisons dispersées, périmètre restreint, immensité digitale, l'air, le souffle dont nous avons besoin, une table aussi, longue, solide, patience, oh ma patience, feront cercle et parlement, des bancs innombrables sur lesquels nous serrer, rester groupés, non pas collés, agglutinés, rester groupés annonce le jour qui vient, ta maison ici, ailleurs, plus loin, ma maison, pas si loin. Je dis, nous sommes là, sur le fil, minoritaire, utopien, voie étroite. Je dis ne pas attendre, ne pas craindre. Il y a de la lumière, la vois-tu? Pas de manifeste, pas de que voulons-nous, pas de leçons carte sur table, pas de vaines prophéties, pas de peurs inutiles, pas de nous savons mieux que vous, pas de nous sommes à l'avant-garde. En lieu et place, un nous élargi au paysage, un nous venu des péninsules, un nous maison, un nous lumière, ici, ailleurs, plus loin, dispersés, rattachés, rattachés animaux, rassemblés, rattachés le vivant, le commun, la justice, rassemblés, rattachés océan, liberté, rassemblés, rattachés nos frères et sœurs, les arbres et les sols, rassemblés, rattachés gris et bleu, et mauve, et rouge, et noir du ciel, rassemblés, rattachés le nuit, le jour, ton cœur désarroi, rassemblés, rattacher ta peau,
tes yeux, l'espoir, notre espoir, rassemblé, rattaché, les vies humaines, nos vies, où qu'elles soient, rassemblées, réparées. Hmm. C'est quand même un texte manifeste. Ben oui, sa première version, c'était Manifeste. Et la question, c'était, on va pas faire un manifeste, comment dire, à partir de maintenant, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va faire autre chose. Et puis j'avais deux, trois petites démos qui me tiennent à cœur et surtout quoi faire, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui nous revient à nous, à notre endroit, de faire aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu appelais tout à l'heure un geste, quoi. On a des gestes à produire. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et puis faire confiance, parce que je ne vois pas très bien d'autres solutions pour continuer, quoi.